Bon, on va reprendre. Ouais, je crois qu'il manque un jaune. Bon, c'est bon, alors j'en ai plus. Alors, on va s'y remettre. Visiblement, ça a été compliqué ce matin. On va essayer de gagner du temps, s'il vous plaît. Alors, je vais déjà revenir sur un travail que je vous avais demandé pendant le cours la semaine dernière. C'était de citer des applications en fait de la simulation des procédés. Donc, j'ai repris les post-it. J'étais assez content. Il y avait plein de choses intéressantes dedans. J'en ai fait un petit nuage de mots. Donc, vous retrouvez à peu près tous les mots en fait qui ont été cités. Donc, normalement, vous devriez retrouver à peu près ce que vous aviez identifié. Alors quelques petits commentaires. Donc déjà vous voyez que la simulation elle ressort très fortement. Une petite remarque quand même en lien à ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que méfiez-vous, faire de la simulation pour faire de la simulation, ça n'a pas d'intérêt. D'accord ? La simulation c'est un outil, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire des calculs, de prendre des décisions. Quand vous citez une application, simuler un procédé, ça n'a pas tellement d'intérêt en tant que tel. Ce qui est intéressant, c'est éventuellement d'en déduire des choses par rapport au risque, par rapport au dimensionnement, des choses comme ça. D'accord ? Mais simuler pour simuler, même si j'en fais beaucoup, je suis désolé, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On retrouve aussi beaucoup de choses en termes, alors à la fois en termes de réacteurs, en termes de séparation. Alors, au bout d'un certain nombre de post-it, je me suis dit aussi, c'est vrai qu'ils ont fait des TP quand même l'an dernier et ils ont probablement joué un petit peu avec ISIS, avec une colonne de distillation ou en faisant de l'extraction liquide-liquide. Donc ça ne surprend pas que ça remonte, au moins ça veut dire que vous faites un peu le lien entre les différents cours, ce qui est une bonne chose. Le risque est ressorti beaucoup. Visiblement vous y êtes sensible, soit. Il n'y a pas que ça, mais soit. L'environnement, pas forcément en fait, ça aurait pu ressortir plus. La production est ressortie beaucoup, donc ça veut dire que vous l'imaginez plutôt dans un contexte industriel pour effectivement optimiser, dimensionner des installations. C'est aussi beaucoup utilisé en recherche-développement, hein. C'est pas que en production. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme mots qui ressortaient beaucoup? Alors il y en a peut-être certains qui se sont fait un petit peu séparer parce que l'orthographe n'était pas exactement la même, enfin les petites variantes, mais vous retrouvez un petit peu les idées phares. Voilà, donc ça moi je trouvais que c'était pas mal. Je suis assez tenté de vous le reproposer dans un mois ou deux pour voir si ça a évolué, mais on verra si j'ai le temps ou pas. Alors, la semaine dernière, on a travaillé donc plutôt sur des généralités sur la simulation et sur les tableurs comme outil en fait de simulation. Je vais revenir un petit peu sur ma boulette, puisque du coup je l'ai repris à tête reposée et forcément ça marche beaucoup mieux. Vous avez les calculs, alors je vais essayer de vous les redescendre un petit peu, pour ceux qui ne voient pas bien en haut. Donc la première chose que vous devez faire quand vous avez quelque chose comme ça, c'est faites-le en molaire. Vous écrivez vos flux, vous avez d'un côté vos flux qui rentrent dans le réacteur, de l'autre côté les flux qui sortent, et vous prenez en compte les pertes ou les gains de matière dans les réactions chimiques. Alors je ne sais pas avec Farzi dans quel sens vous l'écrivez, vous pouvez très bien l'écrire à gauche ou à droite, peu importe. Personnellement, je pense que vous vous êtes un peu rendu compte, j'ai un petit défaut, c'est que je suis un peu dyslexique. La gauche et la droite, ça fait 40 ans que je ne sais pas où c'est. La seule solution que je trouve, c'est de me faire des moyens mémotechniques en fait, des tests. Par exemple, vous voyez très bien que le A il doit être consommé. Donc très clairement, le FA ici, il doit être plus petit que le FA0, et donc vous devez rajouter un terme positif pour compléter en fait votre FA pour obtenir le FA0. Donc vous pouvez vous faire des petits moyens comme ça pour retrouver et être sûr de vos signes. Une fois que vous avez fait ça, si vous vous placez dans un système où vous avez un débit qui est constant, qui ne va pas changer, vous pouvez diviser par votre débit volumique et du coup passer en concentration. Et vous obtenez du coup 4 équations, avec en particulier une équation en A qui est une équation du second degré. Donc là je vous l'ai mis vraiment avec les termes pour que ce soit le plus simple possible. Vous allez pouvoir
calculer votre discriminant. Une fois que vous avez votre discriminant, vous avez deux solutions possibles. Alors, à ce stade-là, vous pouvez déjà faire une hypothèse, c'est que normalement, votre K2 votre terme ici va être positif. Donc, en fait, ce terme-là, vous êtes quasiment sûr qu'à chaque fois, il va être négatif. Puisque votre racine, elle, sera forcément positive. Donc, en fait, vous êtes déjà quasiment sûr que c'est ce terme-là, en fait, qui sera la bonne concentration, la bonne solution pour votre A. Une fois que vous avez fait ça, vous rentrez vos données, vous donnez des noms à vos différentes cellules, et vous pouvez faire votre tableau. Donc avec vos valeurs de taux, votre valeur de delta, vous reprenez l'équation qu'on avait au-dessus, en mettant les bons termes, etc., les bonnes variables, vous retrouvez effectivement des deltas positifs, et vous retrouvez effectivement votre solution CA1, CA2. Ici, finalement, je ne garde que la CA2 qui est la seule valeur positive. Et c'est là où, entre autres, moi j'avais un blocage psychologique, c'est que j'étais en fait en train d'anticiper l'exercice suivant, où en fait c'est un taux de conversion. Et en fait, je bloquais parce que j'avais des valeurs qui étaient plus grandes que 1. Sauf que c'est des concentrations, c'est pas un taux de conversion, donc il n'y a pas de problème avec des valeurs au-delà de 1. Donc, donnez-vous des tests pour pouvoir vérifier vos calculs, mais en soyez pas non plus complètement esclave. Une fois que vous avez CA, vous pouvez facilement calculer CR, CS et CT. Et je vais le rediminuer un petit peu. Et une fois que vous avez tracé ça, vous n'avez pas de souci. Vous pouvez tracer en fait vos différentes valeurs. Ok ? Une petite remarque. Si vous faites le calcul, vous allez voir qu'au-delà de 3 minutes, en fait, votre calcul n'a plus de sens. D'accord ? Vous le retrouvez dans les équations parce que vous avez des divisions par 0, etc. C'est normal parce que vous avez une réaction en fait d'ordre 1, enfin d'ordre 0, pardon, sur la première réaction. D'accord. Du coup, celle qui est en rouge, c'est le CR. Vous pouvez avoir n'importe quelle concentration de A, vous faites comme si vous consommez A. Donc il y a un moment donné où effectivement vous allez retrouver à avoir consommé complètement votre A. Donc celle-là, elle est probablement pas très réaliste, mais bon, le problème était posé comme ça, donc on le prend en tant que tel. Et ça veut dire que vous êtes limité à un temps de passage de 3 minutes. Ok ? Si vous regardez aussi un tout petit détail, sur la première ligne, en fait, je commence pas à 0, parce que les équations que j'ai proposées, en fait, ne sont pas valables. En fait, quand vous avez un taux qui vaut 0, vous n'avez plus une équation du second degré, donc vous pouvez plus le résoudre comme ça. Mais en fait, si vous faites le calcul à la main, vous allez voir que la seule solution, en fait, c'est que toutes les concentrations, sauf A, sont nulles. Ok ? Donc ça, ce sera sur Sakai dès que j'ai un peu de temps, donc probablement pas aujourd'hui, mais dans la semaine. Je reviens à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les simulateurs de procédés. Donc on a vu beaucoup les tableurs. Aujourd'hui, on va plutôt aller du côté d'ISIS. On va s'appuyer encore un peu sur les tableurs parce qu'il y a des calculs où c'est bien que vous les ayez fait une fois à la main, mais on va plutôt rester dans l'idée des simulateurs. Alors, à quoi ils vont vous servir ces simulateurs ? Une des choses d'abord qui est importante, c'est à calculer les propriétés de vos composés. Donc ça va être par exemple de calculer les pressions de vapeur, de calculer les densités, de calculer des choses comme ça. Donc ça va être la première chose qui va vous permettre. La deuxième chose, c'est de faire des bilans de matière. Vous voulez telle production en sortie de votre installation, vous allez faire un bilan. Et ça va vous permettre, par exemple, de calculer la quantité de matière que vous devez introduire dans le réacteur. Souvent, on va partir comme ça dans les projets qu'on va vous proposer, d'une certaine masse à obtenir par an d'un produit. Et un de votre travail, ça sera de calculer la quantité de matière première nécessaire, en tenant en compte, du coup, toutes les pertes, etc., au niveau des séparations, au niveau de votre taux de conversion, etc. De la même façon, vous allez pouvoir faire des bilans d'énergie. L'idée, concrètement, c'est de savoir... Par exemple, votre réacteur, quelle est la quantité d'énergie que vous allez devoir apporter, quelles sont les températures que vous allez devoir avoir dans vos opérations, quelle est l'énergie que vous allez apporter au bouilleur de votre colonne, etc. Vous allez optimiser, faire vos calculs d'opérations unitaires, donc distillation, séparation, flash,
Qu'est-ce que ça peut être d'autre? D'extraction liquide-liquide, absorption, un petit peu. Ça va dépendre des logiciels que vous avez utilisés, mais voilà, toutes ces opérations unitaires. Et puis des opérations unitaires simples, hein, pompage, échangeur thermique. Ça va faire partie de ce que vous allez pouvoir calculer avec. Vous allez pouvoir faire de l'optimisation. Donc, c'est-à-dire définir, par exemple, la taille optimale de votre réacteur. Alors ça supposera que vous ayez bossé en amont pour définir qu'est-ce qui est l'optimal. Est-ce que vous prenez en compte le coût? Est-ce que vous prenez en compte qu'un problème technique et juste uniquement votre taux de conversion, par exemple, des choses comme ça. Donc des problèmes d'optimisation. Et puis vous l'avez cité donc dans les exemples que je vous ai présentés juste avant, vous avez toutes les problématiques de contrôle de procédés, d'analyse de risque. Donc par exemple, comment est-ce que vous allez gérer les pressions dans votre réacteur? Où est-ce que vous allez mettre des vannes? Où est-ce que vous allez mettre des vannes éventuellement qui vont s'ouvrir automatiquement à une certaine pression, etc. Toutes ces problématiques-là. Une chose importante, c'est que du coup, si vous comparez à ce que je vous avais présenté par rapport par exemple à la CFD, on n'est plus à l'échelle d'un équipement. D'accord? L'échelle là, c'est une installation industrielle. Donc vous allez avoir éventuellement plusieurs réacteurs, plusieurs opérations militaires, etc. Vous êtes sur vraiment une échelle macro. Et ça change un petit peu la philosophie et surtout le type de calcul que vous allez faire. Alors, lorsque vous faites une simulation, la première chose que vous faites, en fait, c'est ce qu'on appelle le process flow diagram. Alors, c'est pas forcément toujours le premier aspect, mais en fait, c'est le schéma de votre procédé. Si vous avez un exemple ici où vous avez en fait donc des courants de matière. Donc dans ISIS c'est en bleu, mais ça c'est la convention de ISIS. Et vous avez des opérations unitaires, c'est le cas des blocs. Donc ici vous avez par exemple un compresseur, ici vous avez un mélangeur et vous avez un réacteur agité. Donc en gros vous avez trois types d'éléments dans un PFD, des courants de matière, d'accord, des blocs, des opérations et des courants d'énergie. Alors, quand je dis courant d'énergie, c'est vraiment entre guillemets de l'énergie pure. Alors, ça vous dit pas est-ce que c'est sous forme de vapeur, est-ce que c'est sous forme d'électricité. Ce que vous comptez, c'est des watts. En fait, vous avez dans vos courants de matière aussi des courants d'énergie. En fait, c'est des courants talpiques. Fondamentalement, votre matière va avoir une certaine quantité d'énergie stockée à l'intérieur. Donc, si vous êtes à une certaine température, vous allez par exemple ici avoir un apport de chaleur au niveau de ce mélangeur, et ça va vous donner la température de votre mélange. Imaginez que ici, vous ne les mélangiez pas à la même température, vous allez pouvoir calculer en fait la température à la sortie de votre mélangeur. Donc vous avez en fait des courants d'énergie vraiment purs, entre guillemets, et des courants d'énergie qui sont liés au courant de matière. On en avait parlé un petit peu, il y a quelques définitions au niveau des spécifications qui sont importantes. Vous avez les degrés de liberté. On va prendre un exemple très simple. Vous prenez ce mélangeur-là. Si je vous dis quel est le débit de A, mais je vous dis pas quel est le débit de B, vous serez incapable de me calculer le débit au niveau du mélange. D'accord ? Donc ça veut dire que exactement que lorsque vous faites une résolution d'un système d'équations, vous êtes obligé de faire attention que les données que vous avez par rapport à votre problème sont suffisantes pour résoudre le problème. Alors ça, vous l'aurez, on en avait parlé, juste au niveau de la définition d'un courant de matière. D'accord ? C'est l'exemple que je vous avais présenté. Lorsque vous voulez calculer, par exemple, la fraction de vapeur dans ce courant-là, il faut que vous ayez votre pression, votre température, la composition du courant, etc. Donc ça, c'est la notion de degré de liberté. J'insiste dessus parce qu'en général, c'est les premières erreurs et c'est assez récurrent que vous avez sous ISIS. Ceux qui font le TP cet après-midi, si on arrive à avoir ISIS, vous verrez en pratique ce que ça donne. Donc ça, vous l'avez au niveau des courants, mais vous l'avez donc forcément au niveau des blocs. Vous avez des équations au niveau de ces blocs-là, et vous avez donc des inconnus. La troisième spécification que vous avez, c'est vos relations d'état, donc c'est la thermodynamique. On en reparlera tout à l'heure quand je vous parlerai des modèles thermodynamiques. Alors, au niveau de votre PFD, il faut faire une petite nuance entre la réalité et votre représentation du PFD. En fait, la représentation bloc.
Imaginez un procédé qui soit sous cette forme-là. Vous avez ici un courant avec un mélangeur. Vous arrivez dans un réacteur, vous avez un séparateur. Vous avez en haut, imaginez que ce soit une colonne de distillation. Vous avez un condenseur en haut. Vous avez un bouilleur en bas. Vous allez renvoyer ça vers un courant 3 et le mélanger à un courant 3. En haut, vous allez avoir une purge et puis une boucle de recyclage qui va vous renvoyer vers votre entrée de votre procédé. Ça, c'est le procédé réel. D'accord ? Quand vous allez en fait faire la représentation dans un logiciel de simulation, vous allez utiliser des blocs. En fait, vous allez avoir des blocs qui apparaissent parce que ils apparaissaient pas de façon explicite dans votre schéma en fait du procédé réel. Ben, par exemple, le mélangeur. Le mélangeur, lorsque vous faites votre simulation, c'est un bloc en tant que tel. D'accord ? Parce que vous avez besoin de ces équations-là pour pouvoir résoudre votre système et calculer le courant, en fait, la quantité de matière ici. En fait, vous pouvez le voir de la façon suivante. Un bloc, au sens de la simulation des procédés, c'est un jeu d'équations. Un courant, on va dire de matière en particulier, c'est une variable. C'est une inconnue. Donc vous retrouvez forcément le réacteur, mais vous retrouvez votre séparateur. Et en haut, donc en fait, cet élément-là, qui va être en fait un splitter. Alors, séparateur, mais en fait, je préfère le terme de T. Donc comme un T, donc c'est une séparation, en fait c'est deux tuyaux qui vont se séparer en deux, enfin un tuyau qui va se séparer en deux. De même, la boucle de recyclage, vous allez voir dans certains cas, vous allez être obligé de rajouter un bloc pour lui dire qu'il y a du recyclage. Ça, on verra un exemple concret tout à l'heure. Et puis en bas, vous remélangez avec un courant 3, donc même chose, vous avez de nouveau un mélangeur qui apparaît. Donc faites bien attention à la différence entre les unités réelles, donc le réacteur, le séparateur, et puis les blocs que vous allez simuler lorsque vous faites votre simulation. Oui. Quand vous faites un schéma de procédé, souvent en fait vous considérez par exemple c'est juste de la tuyauterie. Donc ça ressort pas dans le schéma comme réellement en fait une unité en tant que telle. Alors qu'en fait en simulation c'est des équations donc vous le traitez de la même façon. Vous verrez souvent que vous avez des schémas où effectivement laissés par les T ou les mélangeurs seront en fait mis de façon explicite. Alors, hop. Alors, on va faire un petit exemple. Vous avez ici en fait un procédé, alors peu importe à la limite le type de procédé en détail. Vous avez deux courants de matière en entrée, vous avez des opérations, d'accord, vous avez deux mélangeurs, vous avez un T, et on va s'intéresser pour ce procédé à essayer de calculer le bilan massique sur cette installation. Alors ça, vous avez déjà fait normalement, ceux qui étaient en M1 à l'UPMC, des calculs à peu près similaires. Donc on va voir si vous avez des bons restes. Donc la première question, c'est si je regarde mes bilans massiques, donc mes flux massiques, combien j'ai d'inconnus? Je vous l'ai fait un peu vite. Alors vous arrivez à combien? Alors il y en a qui disent 10 et il y en a d'autres qui disent mais non. Et ceux qui disent mais non, ils donnent combien? Alors, on va les compter. Alors, oui, je suis d'accord, il y en a qui sont égaux. C'est-à-dire ceux qui, effectivement, sont arrivés à 3 ou des choses comme ça, en général, c'est que vous êtes parti, en fait, d'un certain nombre d'hypothèses. Par exemple, que votre courant... Hop, elle est là.
que 1 et 2, ce seront les mêmes. Alors ça, je suis d'accord, sauf que quand vous voulez regarder de façon un peu détaillée, votre première estimation, c'est qu'il y a 10 courants, en fait, à calculer, d'accord? Et effectivement, vous allez avoir des relations, des équations triviales qui vont vous permettre d'en éliminer, d'accord? Donc ça dépend effectivement du degré de précision et puis de ce que vous pouvez voir. Alors là, effectivement, c'est facile parce qu'on est en bilan massique. Je vous l'aurais demandé en bilan matière, enfin en bilan molaire, pardon. Sans savoir à quoi correspondaient les opérations unitaires, vous n'étiez pas capable de me dire. Vous retombiez forcément sur les 10, normalement. Alors l'autre chose aussi peut-être qui vous a fait hésiter, c'est que vous êtes parti de l'hypothèse, que je vous ai pas dit, c'est que je connaissais ce qui rentrait. D'accord? Pour l'instant, j'en sais rien. Alors la question suivante, c'est combien j'ai effectivement, finalement, d'équations. Et idéalement, est-ce que vous pouvez les écrire? Alors on me propose un 7 par ici, parce que j'ai d'autres propositions. Alors, moi je vous propose ça. Après, il peut y avoir des petites variantes, mais vous avez déjà deux relations simples, c'est que F1 est égal à F2 et F3 est égal à F4. Donc vous avez bien effectivement une équation pour l'opération 1, l'opération 2. Pour le mélangeur ici, vous avez effectivement que F2 plus F4, ça va vous donner F5. Pour le mélangeur 2, vous avez F5 plus le flux de recyclage, F10, qui va être égal à F6. Donc vous avez de nouveau ici une équation. Pour 3 et 4, vous avez juste l'égalité, donc c'est simple. Et puis pour le splitter ici, alors ce que vous savez, c'est qu'effectivement, vous avez le courant 10 plus le courant 9 qui doivent être égal au courant 8. Donc ça vous fait normalement cette équation. Alors, on avait 10 inconnus, on a cette équation. Qu'est-ce que vous en déduisez? En l'état, on ne peut pas le résoudre. Il nous manque 3 infos. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme info? Alors, si je donne déjà les entrées, effectivement, ça va m'avancer parce que je vais déjà pouvoir calculer quasiment tout jusqu'au courant 5. Est-ce que je vais pouvoir calculer le 6? Non. Et qu'est-ce qui vous manque pour calculer le 6? Alors, soit effectivement, on vous donne le 10, soit ce qu'on va faire, c'est qu'on se donne un ratio, en fait, ici, en fait, de séparation au niveau du splitter. Mais vous voyez qu'effectivement, vous avez besoin de 3 équations supplémentaires. Oui? Que F5 est égal à F9. Oui, vous auriez pu, par contre, ça vous avance pas beaucoup plus. C'est-à-dire que si vous prenez, en fait, ce jeu d'équations-là, normalement, en faisant les substitutions, vous allez retomber dessus. C'est-à-dire, effectivement, c'est une équation, mais qui est redondante avec les autres. Par contre, quand je parlais tout à l'heure de petits tests, quand vous faites vos simulations, vos calculs, ça, c'est un excellent test. Parce qu'effectivement, même si vous connaissez pas le courant 10 ici, vous savez effectivement que votre bilan massique, à partir du moment où ce système-là est un système fermé, ce qui rentre au niveau de 5 doit ressortir au niveau de 9. Et donc ça, si vous obtenez pas ce résultat-là, vous savez que déjà il y a un problème. D'accord? Et de la même façon, si vous connaissez, si vous calculez 9 à partir de 5, et que vous connaissez, par exemple, le ratio entre 9 et 10, vous allez pouvoir finalement trouver 8, 7 et revenir en arrière, en fait. Mais en fait, c'est pas une nouvelle équation. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Il y a une première façon de le résoudre,
qui est une méthode directe. Alors, vous avez un certain nombre d'équations. Si vous prenez un petit peu le temps, ça c'est un système simple, vous pouvez le faire manuellement, et puis en faisant les bonnes substitutions, par exemple ce dont on vient de parler, vous allez pouvoir recalculer toutes les valeurs. Si vous voulez le faire de façon un peu plus directe, c'est ce qu'on va faire ici. Vous avez un système d'équations. En fait, vous avez un système du coup de 10 équations, y compris des équations simples du type F1 égale 75 et du type F2 égale 22, qui vont vous permettre en fait de faire ces résolutions-là. Alors, si vous allez creuser un petit peu sur ce que vous avez fait dans votre jeunesse, un système d'équations linéaires comme ça, vous pouvez le résoudre de façon matricielle. En fait, vous avez ce truc-là, qui est en fait le produit d'une matrice, avec des coefficients 1, moins 1, 0, 0, 0 partout, 0, 0, 1, moins 1, etc. Multiplié par un vecteur f, c'est votre inconnu, donc c'est les f1, f2, f3, f4 jusqu'à f10, et puis ça doit être égal à un vecteur b. Ben, votre vecteur b, c'est ce que vous avez ici, c'est les zéros ici, et puis 75, 22, 0. D'accord? Ça vous rappelle quelque chose? Donc ça, c'est vraiment la résolution d'un système simple. Pour résoudre ça, une fois que vous l'avez écrit sous cette forme-là, ben, comment on fait? Ben, on prend en fait l'inverse de la matrice A, et on va multiplier ici par l'inverse de la matrice. Ça va vous donner l'unité, donc vous allez garder juste votre vecteur f, et ce que ça vous dit, c'est que c'est égal du coup à votre inverse de la matrice A multiplié par le vecteur B. Vous allez avoir quelque chose du type A, 1 moins 1, multiplié par la matrice A, multiplié par votre vecteur F, qui est égal à 1 moins 1, votre vecteur B. Et ça, en fait, alors, maintenant, si je vous demande de calculer l'inverse de la matrice, là, on va peut-être aller creuser un petit peu plus loin. Alors, c'est pas ça qu'on va faire. On va utiliser Excel. Parce que Excel, il est capable, en fait, de faire des inversions de matrice, de faire du calcul matriciel. Donc, je vais ouvrir le fichier, mais en fait, il va se présenter de la façon suivante. Ici, j'ai reproduit, en fait, ma matrice. Donc, vous retrouvez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Votre système d'équations, c'est F1 moins F2, qui est égal à 0. Ici, vous allez avoir F3 moins F4, qui est égal à 0, etc. Alors attention, quand vous multipliez une matrice par un vecteur, on est bien d'accord, vous multipliez la colonne par la ligne. Donc si je suis sur la 4e colonne, je multiplie par la 4e ligne de mon vecteur. Ok? Alors, comment est-ce que je vais faire ça dans Excel? D'abord, je crée en fait ma matrice. Vous voyez que là, ici, elle est rentrée vraiment dans les feuilles Excel. Et j'ai rentré 3 valeurs en rouge, qui sont en fait les valeurs que j'ai imposées. Donc vous retrouvez le 0,25 qui correspond aux 25% que je renvoie en recyclage. Et puis vous retrouvez les 75 et 25. Alors je crois que tout à l'heure j'avais 22. Bon, je voyais 25. Pour vos flux d'alimentation. Alors, donc ici j'ai 22, ça tombe bien. Donc ici, ce que je voudrais en fait, c'est faire ce calcul dont je vous ai parlé. Donc le calcul ici, donc de A moins 1, l'inverse de votre matrice A, fois le vecteur B. Comment je vais faire ça? Donc je vais sélectionner tout mon vecteur F, là où je veux mes solutions, et je vais lui dire que ça, c'est égal à produit matriciel de quoi? De ma matrice inverse. Donc ça s'appelle inverse mat. Je prends l'inverse de quoi? L'inverse de ma matrice ici. D'accord? Donc là, j'ai l'inverse de ma matrice dans mon produit matriciel et je vais multiplier par quoi? Par mon vecteur B. Mon vecteur B, il est ici.
Je ferme ma parenthèse. Alors si je fais entrer maintenant, je perds tout parce que il va me calculer que la première cellule et il va me faire des choses bizarres. Pour faire du calcul matriciel, pour bien lui dire que le résultat, ça doit être une matrice, vous l'avez en bas, vous faites CTRL-SHIFT-Entrée. Alors je ne l'ai pas inventé. Et vous obtenez le résultat de votre calcul. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Alors, déjà, vous retrouvez que F1, il vaut 75. Donc ça, c'était la première chose qu'on avait imposée. Donc ça, c'est bon. F2, si vous vous rappelez le schéma, il est égal à F1. Donc ça, c'est bon. F3 et F4, c'est tous les deux 22. Donc ça, c'est bon. Je fais la somme, j'arrive bien à 97. Et ce qui était moins facile à calculer, c'est qu'est-ce que j'ai dans ma boucle de recyclage? Ben, j'ai à peu près 129 et quelques. On retrouve le F9 dont on a parlé tout à l'heure, qui vaut bien 97, donc la même chose que F5. Et votre F10, il vaut 32,3. Et si vous faites 32,3 plus 97, vous allez retrouver vos 129. D'accord. Là où ça devient sympathique, c'est si je veux changer ma valeur. Tout à l'heure, j'avais 25. Je change juste la valeur et il me fait mon calcul automatiquement. Si je veux changer ma quantité de recyclage, au lieu de mettre 25%, je mets 33%, il va me refaire mon calcul. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode directe. C'est-à-dire, vous posez en fait vos inconnus, vous posez vos équations, vous vérifiez bien ce qu'on appelle les variables de spécification dans votre système, et après, vous faites le calcul direct avec la bonne méthode numérique, soit effectivement vous le faites par substitution, soit vous pouvez le faire par une résolution matricielle. Voilà. Alors, une autre façon de faire ce calcul-là, c'est ce qu'on appelle la méthode séquentielle. Alors pourquoi? C'est parce que vous voyez bien que tout mettre en équation comme ça va vite devenir compliqué, et en plus vous avez des chances de ne pas tomber sur des systèmes linéaires. Imaginez que dans mes opérations, j'ai une colonne de distillation. Vous allez, enfin, si on fait juste le bilan matière, vous allez pouvoir effectivement trouver des relations entre ce qui va sortir en termes de résidus, en termes de distillat, etc. Mais vous voyez bien que très vite, ça va devenir compliqué. Une autre façon, en fait, de résoudre ces problèmes-là, c'est de le faire de façon séquentielle. Donc, ça veut dire tout simplement, on se donne un sens de calcul, qui généralement est le sens de l'écoulement, mais c'est pas obligatoire. Et en fait, on va calculer pour chaque opération, qu'est-ce qui va sortir en fonction de ce qui va rentrer. Donc c'est probablement ce que vous auriez fait naturellement si je vous avais pas montré la méthode directe. Donc si je reprends mon petit calcul de tout à l'heure, donc j'ai mes deux opérations. Si je repars des mêmes hypothèses, c'est-à-dire que j'ai 75 et 22 kg en entrée, vous voyez que très facilement, vous allez pouvoir calculer les F2 et F4. D'accord. Vous allez pouvoir calculer F5, F6, F8. Okay. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans une certaine mesure, vous pouvez le faire aussi en sens inverse. D'accord. Si vous connaissez F8, vous allez pouvoir calculer F6, F5, et c'est là où éventuellement vous aurez quelque chose d'un peu plus compliqué. Ça dépendra effectivement est-ce que vous avez ce que vous avez comme données dans votre système. Logiquement, si je vous donne F8 et F1, une fois que vous aurez en fait calculé F2 et F5, vous pourrez calculer F4 et F3. Donc vous pouvez repartir finalement dans l'autre sens. Alors vous voyez que c'est des méthodes qui sont un peu moins directes. Maintenant, si je reprends mon exemple avec une boucle de recyclage, comment est-ce que vous allez traiter votre boucle de recyclage? Alors vous pouvez poser les équations, mais ça revient finalement à faire le calcul direct. D'accord. L'autre méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode des flux coupés, T-stream.
En fait, on va partir d'une hypothèse sur votre courant F11. À partir du moment où vous avez une hypothèse sur F11, donc F2, F4, il n'y a pas de problème, vous pouvez calculer. F5, vous l'avez calculé. Donc si vous faites une hypothèse sur F11, vous pouvez calculer F6. Vous calculez F7, vous calculez F8. À partir du moment où vous connaissez F8, vous pouvez calculer F9, et puis vous pouvez calculer F10. Ok? Après, une fois que vous connaissez F10, vous pouvez le comparer avec F11. Soit vous retrouvez la même valeur, et dans ce cas-là, vous avez trouvé la bonne solution. Soit vous ne retrouvez pas la bonne valeur, et vous allez faire une nouvelle hypothèse pour F11. Alors, F10 ici, vous pouvez le calculer en fait de façon précise, à partir du moment où effectivement vous partez de votre bilan ici de 9 et du pourcentage. Mais si vous le faites dans un cas plus compliqué, vous pourrez pas faire le... Enfin, si vous êtes par exemple en molaire, et que vous avez des différences de mol, vous ne pourrez plus faire ce bilan aussi facilement. Alors, ça implique une chose, c'est que vous êtes obligé du coup de faire des calculs itératifs. Et c'est exactement comme ça que travaille ISIS. ISIS, quand vous allez lui mettre une boucle de recyclage, vous allez en fait lui rajouter un bloc qui correspond exactement à ce calcul-là. Et si vous vous rappelez le petit dessin que je vous avais montré tout à l'heure, il y avait un boucle pour le recyclage. C'est parce que quand vous avez des outils qui utilisent des méthodes séquentielles comme ça, vous êtes obligé d'avoir un bloc qui va vous faire les itérations pour calculer vos boucles de recyclage. Alors, on va aller regarder ce que ça donne dans Excel. Alors, dans Excel, du coup, on va avoir plein de façons différentes de le calculer. Donc, vous retrouvez le petit schéma. Alors, ici, vous avez votre flux FS0. Donc, le flux FS0, en fait, c'est le flux F5. Hein. D'accord ? Vous avez les itérations. Vous avez une colonne pour l'estimation de FR étoile. Une colonne pour le calcul du courant 6, donc FS. Et le calcul de F10 calculé avec les 25% de FS. D'accord ? Donc ici, je vais partir d'une première hypothèse. Qu'est-ce que vous prendriez ? Ouais. Bon, le plus simple, en plus numériquement c'est plus facile, c'est de partir en fait de zéro. Supposez qu'il n'y ait pas de recyclage. Alors attention, hein, on est bien sur une convergence numérique, on n'est pas sur la mise en route de l'installation. Hein. Là, ce qu'on va calculer, c'est des courants à l'état stationnaire. À partir de là, mon courant F6, c'est mon courant F11 plus mon FS0. Mon courant F10, c'est 0,25 fois mon courant FS. Pardon, je me manque le égal. Et puis ici, je peux calculer la différence entre ma valeur de FR, d'accord, moins la valeur de FR étoile. Et vous voyez que j'ai une différence qui est quand même assez importante. Okay. Maintenant, comment je vais choisir ma valeur de F11 ? Il y a plein de méthodes différentes possibles. La plus facile, c'est de prendre F10. D'accord ? Donc en fait, je vais venir chercher ici le flux que j'ai calculé. Et maintenant, c'est Excel qui va bosser, il va me faire le calcul. Et vous voyez que mon courant FR étoile, il va tendre vers la même valeur que FR. La différence au bout de la 9e itération, c'est du 10-4. Donc si je me donne un epsilon, une tolérance à 10-3, je vais effectivement m'arrêter à la 9e itération. Et vous voyez que vous retrouvez ce qu'on avait calculé tout à l'heure avec la méthode directe, votre FS, il vaut à peu près 129,3
kWh. D'accord? Donc ça, c'est la méthode où vous faites les itérations manuellement. Alors le problème, c'est que quand vous avez plusieurs boucles de recyclage dans un procédé comme ça va devenir un peu plus compliqué. Donc on peut faire d'autres méthodes. Si vous vous souvenez, on avait parlé un petit peu des références circulaires. Donc les références circulaires, ça consiste à donner en fait deux cellules qui vont dépendre les unes des autres. Donc, alors je vais vérifier ce que j'ai comme option. Hop, formule, donc c'est bon. Alors, ma valeur de Fs, elle est égale à quoi? À quoi est égale Fs? Donc c'est le courant 6 si vous vous rappelez. Donc c'est Fr plus Fs 0. Ok? Ici, ma valeur de Fr, ben, tout simplement, c'est Fs fois 0,25. Et là, Excel me dit, j'ai un problème parce que j'ai deux cellules qui dépendent l'une de l'autre. Donc je ne peux pas trouver une solution directe. Donc pour ça, si vous lisez le détail, vous voyez qu'ici, il vous a rajouté des petites flèches, il vous montre en fait quelle cellule dépend de quelle autre. Si vous ne connaissez pas ces trucs-là, vous les avez ici, dans les formules. Pardon, alors, je le descends. Dans les formules, vous avez repéré les antécédents, repéré les dépendants, supprimer les flèches. Ça vous permet en fait de savoir effectivement quelle cellule dépend de quelle autre. Alors, je vais aller dans Options. Hop, elles sont là. Et dans Options, alors selon les versions de Excel, ça change un petit peu, hein, mais vous retrouvez toujours à peu près la même logique. Vous avez la possibilité d'activer le calcul itératif. Alors pour l'instant, je vais lui demander de faire un calcul à la fois. Donc de le faire calcul par calcul. Voilà, je valide. Et vous voyez que là, déjà il m'a calculé une nouvelle valeur de FR maintenant. Et j'ai mis un plus alors que c'est un multiplié. Voilà. Maintenant, si je fais F9, petit à petit, vous voyez qu'il va incrémenter ma valeur et on va converger vers la même solution que tout à l'heure. Donc en fait, cette fois-ci, c'est lui qui fait le calcul itératif. Si vous voulez pas le faire étape par étape, alors moi je vous conseille de le faire, quand vous le faites la première fois, de le faire étape par étape. Mais après, une fois que vous êtes sûr de votre calcul, vous pouvez par exemple lui dire que vous voulez jusqu'à 100 itérations et de limiter l'écart, donc ça devient une tolérance ici. Elle est par défaut à 10-3. Alors, là j'ai fait mon calcul. Maintenant, imaginons que je veuille revenir en arrière. Vous voyez bien que c'est un petit peu compliqué et je suis obligé de rechanger complètement mes formules. Du coup, il y a une petite astuce. Plutôt que faire directement mon calcul, je vais utiliser une condition. Donc je vais lui dire, si ma cellule ici est vraie, donc si jamais j'initialise, ça veut dire que je fais mon calcul en fait sans la boucle de recyclage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Fs, quelle est sa valeur? Ben, c'est Fs0 tout simplement. Si par contre ma valeur d'initialisation est fausse, d'accord, je lui dis faux, dans ce cas-là, c'est-à-dire je prends le recyclage en compte, je vais bien prendre ma valeur de Fs0 plus le recyclage. Donc j'ai le deuxième terme de ma condition. Et vous voyez que ici, donc ma valeur d'initialisation c'est vrai, d'accord, le booléen c'est vrai, donc je ne tiens pas compte du recyclage. Si je lui mets faux, il me fait mon calcul. D'accord. Alors ça, c'est une petite astuce qui n'est pas fondamentalement nécessaire, mais vous verrez que quand vous avez besoin de revenir en arrière, de faire des tests, etc., ça vous sauve énormément de temps, parce que du coup, vous pouvez réinitialiser à des valeurs connues, stables et vraies en plus, facilement. Troisième méthode,
le solver. Alors le solver, si vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais fait faire une étape intermédiaire qui était de tracer la courbe pour être sûr qu'il y a une solution. Alors quelle est la fonction en fait qu'on va tracer, qu'on va chercher à annuler? En fait, c'est celle-ci. Si vous trouvez la bonne valeur pour fr, il doit vérifier quoi? Il doit vérifier que fr moins 0,25 fois en fait le calcul de fr, donc le fs0 plus fr, doit être égal à 0. D'accord? Donc là, je vais vérifier que fr il soit... Non, il n'est pas défini. Donc je vais prendre mes valeurs là pour le définir. Et donc ici, je vais lui dire que c'est fr. Alors il me l'a pas pris. Pourquoi il me l'a pas pris? Bon, on va le faire à la main, tant pis. Point 0,25 fois fs0 plus fr. Donc là, j'ai une valeur négative. Et vous voyez que vers 30 et quelques, hein, si vous vous souvenez, on était, je crois, vers 32, vous avez bien une solution. C'est-à-dire vous passez bien en dessous de 0. Donc là, c'est une solution que vous auriez pu trouver à la main. Hein, mais, commençons simple. Donc maintenant, si je veux utiliser le solver, donc je vais utiliser strictement la même formule. Hein. J'ai ici ma valeur de fr, ma valeur de ma fonction que je cherche à annuler. Je vais chercher le solver. Donc dans mon solver, la cellule qui est à définir, c'est bien la D51, celle-là, celle que je veux annuler. La valeur que je cherche, c'est 0. Et la valeur que je vais faire varier, c'est la C51, donc c'est celle-ci. D'accord? Et par défaut, je lui ai mis en fait des limites pour être sûr que voilà, j'ai pas des valeurs trop grandes ou trop petites. Une fois que j'ai ça, je lui demande de résoudre. Et vous voyez que il vous trouve la valeur de fr avec une certaine précision qui dépend de l'affichage. Hein, et au lieu de 0, vous avez du 10-6. Ok. Le défaut, en fait, le problème de la méthode du solver, c'est que si vous avez plusieurs boucles de recyclage ou plusieurs calculs qui nécessitent en fait une résolution d'équation, vous allez être embêté parce que vous allez devoir à la main aller chercher le solver pour plusieurs valeurs. Ok? Alors, on va voir si effectivement c'est clair. Je vous propose un petit schéma de procédé. Et je veux savoir, si vous utilisez la méthode directe, quel est le nombre de courants de matière dont vous avez besoin? C'est-à-dire quel est le nombre d'inconnus? Alors, il y a déjà une proposition à 4. Alors, je vous rappelle que sur un schéma, vous n'avez pas forcément toutes les valeurs dont vous aurez besoin pour faire le calcul. Alors, je vous propose de prenez une minute pour en discuter avec votre voisin pour voir si vous êtes d'accord. Hein. Voisin, voisine. Hein.
passe au vote. Alors, combien d'inconnus, combien de courants de matière? Vous n'êtes pas d'accord à la même table après en avoir discuté. Bah, c'est bien. Moi. Alors, allez-y. Alors, ça oscille entre du bleu, du jaune, et pas mal de gens qui visiblement sont perplexes. Il n'y a pas de couleur pour ce que vous voudriez mettre. Hein. Alors, on va peut-être commencer déjà. Qu'est-ce que vous auriez voulu mettre si c'était pas là-dedans? Alors, à mon avis, si vous me dites 4, ça veut dire que déjà, vous êtes parti de l'idée que ça, vous en aviez pas besoin, que ça, vous en aviez pas besoin, etc. Or, pour moi, ça fait partie de votre procédé, même s'ils sont pas identifiés sur votre schéma, vous avez besoin de les calculer. Parce que ça, ces blocs-là, ce sera des équations. Donc, si vous n'avez pas des liens entre ces blocs-là, vous ne pourrez pas faire le calcul. Est-ce que ça répond à votre question? Bon. Alors après, j'ai du bleu et du jaune. Alors, à mon avis, c'est peut-être sur le jaune où il y a le plus de discussions. Comment vous arrivez à 8? Parce que je pense que vous imaginez assez vite, finalement, les 7 qui ont été choisis par les autres. C'est quoi la 8e que vous rajoutez? Non? Alors, bêta n'est pas un courant de matière. Donc ça veut dire c'est le F6, d'accord? Alors après, effectivement, donc vous en avez un ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et alors en fait, visiblement personne n'a choisi 9, ou je me trompe. Alors ça, vous avez raison si vous partez sur du calcul direct. Mais c'est pour ça que je l'ai précisé. Si vous partiez en calcul séquentiel, vous seriez obligé de rajouter ici un bloc en fait pour le recyclage, et vous montriez du coup à 9 inconnus. D'accord? Alors, donc on a bien 8... Oui, pardon. Alors, vous avez F1 en entrée, vous avez après le mélangeur, vous en avez F2. Ok? Bon, c'est bien, c'était au début. Alors, les blocs, qu'est-ce que vous avez comme bloc? Et combien? Alors, on passe au vote. Alors, j'ai un petit peu de, on va dire, de rose, pas mal de vert. Toujours des indécis. Pour les indécis, vous inquiétez pas, vous allez en refaire en TP. Hein. Enfin, vous inquiétez pas. Par contre, apprenez à le faire. Ah, vous hésitez. Alors, on va les compter. D'abord, vous avez les 3 bleus. D'accord? Ça, il n'y a pas de souci. Ici, vous avez un mélangeur. Ça vous fait 4. Ici, vous avez un séparateur. Ça vous fait 5. Si je suis en méthode directe, j'en ai pas d'autres. Si j'étais en méthode séquentielle, j'aurais effectivement
Pour moi, 5. D'accord? Si vous étiez en méthode séquentielle, vous rajouteriez un bloc en fait pour l'itération du recyclage, donc vous auriez un bloc ici supplémentaire. Dans les deux cas, ça vous fait combien de degrés de liberté? Tout à l'heure, on avait 8. Ça vous fait 3 degrés de liberté. Donc ça, vous pouvez aussi le sentir, c'est que si vous fixez votre valeur F1 ici, le alpha et le bêta, normalement, vous devriez pouvoir faire tout le calcul. Alors, on va voir si c'est vrai. Je fixe F1 à 11 kHz. Je fixe alpha à 0,9. Le bêta, je le fixe à 1. Je voudrais calculer le F3. Si on passe autant de temps là-dessus, c'est parce que je pense que c'est important de savoir faire des bilans, et 2, c'est vraiment comme ça que travaille ISIS, donc c'est vraiment des façons, vous allez vraiment retrouver en fait ce que vous retrouvez dans ISIS. Alors, j'entends des mots magiques comme calculatrice. Je vais rajouter une contrainte. Ça, c'est un exemple en fait que j'avais posé en examen il y a quelques années. En examen, avec moi, vous n'avez pas le droit à la calculatrice. Donc ça veut dire que ça, normalement, vous pouvez le résoudre sans calculatrice. Et si je vous demande des calculs, c'est qu'en général, c'est des calculs simples. Je fais une hypothèse, mais qui est peut-être fausse, c'est que vous sachiez calculer. Alors, on passe au vote. Allez-y, assumez. Ah, vous voyez que déjà, ça se complique un petit peu. Alors, j'ai pas mal de jaune, là. J'ai un petit peu de vert. J'ai un bleu là-haut. Ouais. Bon, il y a un rose. Ça va. Alors, on va commencer par le vert. Pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas calculer? Est-ce que vous avez un bon argument pour dire on ne peut pas le calculer? Est-ce que ça, c'est un bon argument? J'attendais un petit peu ce type de remarque. Hein, mais... Alors, on a fait le calcul tout à l'heure sur le nombre en fait de blocs, c'est-à-dire le nombre d'équations et le nombre d'inconnus, d'accord? On a trouvé un degré de liberté qui était de 3. Or là, je vous donne 3 éléments, F1, alpha et bêta. Donc normalement, vous pouvez le calculer. D'accord? C'est un système où vous avez suffisamment d'équations par rapport au nombre d'inconnus, donc normalement, il y a effectivement une solution qui existe. Puis vous pouvez imaginer que si vous mettez en fait un courant de matière ici, que vous définissez vos taux de séparation ici et ici, il y a bien un moment donné où ça va s'équilibrer, il va bien se passer quelque chose. C'est pas forcément sûr, hein, mais bon. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut le calculer. Alors, ensuite, je crois qu'il y avait pas mal de jaune. Alors, comment vous arrivez à cette valeur-là? Alors, F1, il n'est pas égal à F2. D'accord? Si vous me dites ça, c'est que vous faites l'hypothèse que, en fait, F3, c'est 99% de F2. Or, F2, enfin ça je suis bien d'accord,
F2, c'est F1 plus le recyclage. D'accord? Alors, normalement, vous avez de quoi calculer le recyclage. Et c'est là où le... Alors, F6, il est égal à F4, parce que votre bêta, il vaut 1. Donc ça veut dire qu'en fait, le F5 est nul. D'accord? À partir du moment où vous dites que le F5 est nul, vous pouvez calculer F6, donc vous pouvez calculer F1 plus F6, vous pouvez calculer F2, et en fait, vous allez retrouver un truc simple, hein, c'est qu'en fait, vous avez une entrée ici, une sortie ici, donc forcément, votre F1, il est égal, pardon, votre F3 est égal à F1. Ok? Ouais? Pardon? Pourquoi j'ai décidé? Parce que j'ai décidé que mon bêta valait 1. C'est-à-dire que je recycle tout. D'accord? Alors, bon, j'aurais pu vous proposer autre chose. Alors, autre chose, ça veut dire que vous auriez pu le calculer aussi, mais par contre, le calcul aurait effectivement été plus lourd. D'ailleurs, si je vous propose cette solution-là, donc je rentre avec un F1 qui vaut 19, toujours un alpha de 0,9, et maintenant je recycle que la moitié, c'est-à-dire que mon F4, c'est égal à, mon c'est F6 qui est égal, F6 sur F4 qui est égal à 0,5. Donc en fait, vous avez la moitié qui part dans F6, la moitié qui part dans F5. À vos souhaits. C'est la poussière de craie? Alors, ce que j'essaye de vous faire toucher du doigt, c'est pas apprendre à calculer, d'accord? Ça, je pense que vous pouvez le faire, et puis ça, c'est plus à vous entraîner. C'est vraiment apprendre l'habitude de vérifier vos calculs, et vous trouvez en fait des petites astuces, des réflexes qui vous permettent de vérifier vos calculs quand vous faites de la simulation. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire une simulation, quasiment à chaque fois, vous allez trouver des résultats. Toute la problématique, c'est d'être sûr que ces résultats, ils ont un sens. Alors, est-ce que vous êtes capable de me faire un choix, là? Votons. Et quand vous avez des problèmes comme ça, vous avez plusieurs stratégies possibles. Il y a la stratégie, j'y vais en force, je pose mes équations, je calcule. Et puis, vous avez l'option, on va dire, un peu plus subtile, qui est effectivement de trouver un bon argument et éventuellement de refaire le calcul dans l'autre sens. On passe au vote? Alors, allez. En examen, vous avez 1 heure. Hein. Allez, passez au vote. On va en discuter de toute façon. Alors, j'ai un petit peu de vert, qui visiblement est majoritaire, un petit peu de bleu, et 1 ou 2 roses qui se battent en duel. Alors, déjà, on n'a pas de jaune. On est d'accord, on est dans la même configuration que tout à l'heure, donc on peut faire le calcul. Alors,
Pour ceux qui ont proposé le bleu ou le vert, vous êtes parti de quelle hypothèse déjà? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ouais. La première chose effectivement à tester, c'est que F3 plus F5, ça doit forcément être égal à F1. Sinon, il y a un problème, vous n'êtes pas à l'état stationnaire. D'accord? Donc, lorsque vous êtes dans un système stationnaire, à l'équilibre, enfin au sens continu, hein, vous devez avoir F3 plus F5 qui est égal à F1. Donc déjà, vous avez celui-là qui marchera pas, puisque vous n'avez pas votre bilan, en fait, il n'est pas bouclé. Donc il vous reste effectivement deux solutions, la première et la deuxième. Et ensuite, si vous faites le calcul dans l'autre sens, vous partez de 18 ici, 1 ici. Si vous avez 1 ici, ça veut dire que F6 vaut 1. D'accord? Donc, votre F2, il vaut 20. Et 20 fois 0,9. Ça va vous faire 18. D'accord? Et donc, c'est effectivement la première solution. D'accord? Donc ça, vous allez me dire, oui, mais si j'ai pas ces solutions-là devant les yeux, bah, effectivement, la seule solution, c'est de faire le calcul. D'accord? De bien poser les équations, de faire le calcul. Par contre, si vous êtes en train de vérifier votre simulation, cette façon de faire, c'est carrément ce que je vous encourage. C'est regardez vos valeurs, vérifiez que vos bilans soient bien vérifiés et revérifiez que effectivement il n'y ait pas de problème. Ok? Alors, on va revenir un petit peu à ISIS proprement dit. Dans ISIS, une fois que vous avez fait votre PFD, donc vous avez défini en fait les différents courants de matière, les différentes opérations, vous avez besoin que ISIS calcule les propriétés de vos courants de matière. Donc les propriétés, ça va être en particulier la densité, la phase, est-ce que vous êtes en phase liquide ou est-ce que vous êtes en phase vapeur, ça va être l'enthalpie, ça va être des choses comme ça. Ça va être par exemple d'estimer le CP de votre mélange. Voilà, toutes ces problématiques-là, toutes ces problématiques de thermo, le sous-système de votre logiciel de simulation qui va vous faire le calcul, c'est ce qu'on appelle le property package. En français, on le traduit plutôt par modèle thermodynamique. Je trouve que le terme anglo-saxon est peut-être pas plus mal parce qu'il vous dit bien ce que vous êtes en train de calculer. Alors, pour faire ce calcul-là, vous avez en fait des outils dans ISIS, par exemple, ou dans Aspen, hein, peu importe. Ce sont, par exemple, vos équations d'état. D'accord. Donc là, vous avez un exemple d'équation d'état que vous pouvez retrouver dans votre logiciel. Donc ça, c'est tiré en fait d'un article que je vous conseille d'aller télécharger. Il se trouve un peu partout. Il est normalement pas en libre de droit, mais bon, il se trouve un peu partout. Et ça s'appelle Don't Gamble with Physical Properties for Simulation. C'est-à-dire, ne jouez pas avec les propriétés en fait de vos composés. Alors, il y a des choses que vous connaissez facilement, par exemple les gaz idéaux. Wilson aussi, en général, vous connaissez. Il y a d'autres méthodes. Et en particulier, je vais vous parler un tout petit peu des méthodes d'activité. En fait, en thermo, lorsque vous voulez calculer les propriétés de vos espèces, une des façons de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle en fait les modèles d'activité. Donc, vous calculez l'activité au sens thermodynamique. Et pour ça, vous avez besoin en fait d'un certain nombre de polynômes. En général, vous allez avoir des polynômes qui vont être lissés. Et donc, vous avez plusieurs méthodes. Alors, les plus utilisées, c'est Uniquac, NRTL. Unifac c'est un cas un petit peu particulier. Unifac, en fait, c'est une méthode de calcul pour vos coefficients d'activité. En fait, quand vous connaissez pas les coefficients d'activité, lorsque vous ne pouvez pas les trouver dans des tables, vous pouvez les estimer, en fait, tout simplement en regardant les groupes fonctionnels de vos molécules. À partir des groupes fonctionnels, vous avez la méthode Unifac qui vous permet de remonter à l'activité de votre molécule. Alors ça marche plus ou moins bien. Si vous regardez dans la littérature, vous allez trouver plein d'articles qui vous font des comparaisons entre les différents modèles thermaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, vous n'avez pas un bon modèle thermo
il va falloir vérifier en fait vos résultats. Donc les vérifier, ça va être éventuellement regarder dans la littérature qu'est-ce qu'on vous conseille, quels sont les modèles qui marchent bien ou pas, et à partir de là faire votre choix. Si après vous avez des données expérimentales, ça vous permet en fait de vérifier votre calcul sur un cas que vous connaissez bien. Donc vos propriétés, ce qu'il faut bien voir, c'est que elles sont importantes. En fait, vous les utilisez un peu partout. Donc là, je vous ai parlé de propriétés, je dirais un peu classiques, comme la densité, votre phase vapeur. Mais quand vous faites, par exemple, une extraction liquide-liquide avec du MIBK, de l'acétone et de l'eau, si vous vous rappelez ce que vous avez fait l'an dernier en extraction liquide-liquide, vous avez utilisé un ternaire. Si vous simulez, en fait, cette extraction liquide-liquide dans ISIS ou dans Aspen, ici c'est sous Aspen+, vous avez besoin de reconstituer ce ternaire. Et en particulier, vous avez besoin de reconstituer les conodales. Donc là, vous avez une représentation. Ça a été calculé sous Aspen. Je vais vous montrer après une comparaison avec d'autres, avec des données expérimentales. Même chose, vous faites une distillation ou une séparation. Alors ici, je pense que c'est eau éthanol. Vous avez besoin de calculer vos courbes d'équilibre. Ça, c'est la thermo qui vous le donne. D'accord ? Soit vous les avez dans des tables et vous allez les rentrer vous-même. Soit vous les faites calculer à ISIS, et si vous les faites calculer, du coup vous vous basez sur les modèles thermaux. Donc des sources en fait de données, vous en avez un certain nombre. Vous en avez une qui est relativement facilement accessible, c'est celle du NIST, d'accord. Je vous conseille d'aller faire un tour sur ce site-là parce qu'il y a énormément de données qui peuvent vous être utiles, pas uniquement sur des modèles thermaux, mais des modèles de cinétique aussi. En particulier, ils ont beaucoup travaillé sur la combustion. Vous avez la base de données de Dortmund aussi, vous avez celle de DMK. Donc tout ça, c'est des données, en fait, des bases de données où vous allez pouvoir trouver, alors soit librement, soit les acheter. Dans certains cas, vous devez les acheter. Vous allez en fait trouver une certaine espèce et les coefficients d'activité, donc ce dont vous avez besoin pour calculer les propriétés après de vos espèces. À savoir que dans la plupart des logiciels de simulation, vous allez retrouver des données, enfin des espèces dans la base de données du logiciel, d'accord ? Par contre, lorsqu'elles n'existent pas dans le logiciel, vous pouvez créer ce qu'on appelle des espèces hypothétiques. Et là, vous devez en général lui donner la masse molaire, lui donner les propriétés, température critique, pression critique, etc. Toutes les données que vous pouvez lui rentrer, ce sera toujours ça de gagner. Et après, vous pouvez en estimer un certain nombre. Donc un petit exemple en extraction liquide-liquide. Donc on avait fait ça il y a 1 an et demi avec un étudiant de master en fait qui avait fait son stage avec moi. On avait bossé en fait pour ça va me revenir, c'est pas grave, c'est la fatigue. C'est des gens qui font en fait de l'extraction pour les minéraux. Et donc ici on avait fait un test, en fait on voulait tester le modèle. Donc on a pris en fait de l'acide acétique, de l'eau, du diisopropyléther et on a utilisé en fait un séparateur type extraction liquide-liquide. Une fois qu'on a fait ça, il a testé en fait plusieurs modèles de thermodynamique. Donc il avait en fait les résultats de l'extraction dans la littérature, donc c'était la référence, et il a tracé en fait un certain nombre en fait de l'erreur par rapport à ces données expérimentales pour différents modèles thermaux. Donc en utilisant la base de données d'Aspen, vous voyez que sur l'extrait, vous avez 60% d'erreur sur la composition de l'extrait. Sur le raffinat, en général, vous êtes un petit peu moins, donc vous êtes déjà à 10%. Lorsque vous utilisez non pas la base de données, mais vous utilisez Unifac pour estimer les coefficients d'activité, vous descendez à 5 et 9%. Si vous utilisez les données expérimentales, vous pouvez améliorer vos résultats jusqu'à à peu près 1 à 3%. Donc vous voyez que la première chose en général qu'on va faire, c'est utiliser la base de données du logiciel. Vous pouvez avoir des erreurs qui sont très importantes. D'accord ? 60%, c'est pas négligeable. Après, il faut ramener ça au débit, etc. de votre phase, mais ne négligez pas vos modèles thermaux.
Donc ça, c'était sur NRTL en utilisant Uniquac. Vous voyez que la base de données, donc c'est les coefficients de la base de données d'Aspen pour Uniquac vous donne des très bons résultats, quasiment aussi bons que la régression. En revanche, vous augmentez l'erreur quand vous utilisez Unifac ou les régressions. D'accord. Assez bizarrement, la régression qu'on a fait sur les résultats expérimentaux vous donne des moins bons résultats que la base de données. D'accord. Donc, ça veut dire qu'elle est vraiment bien optimisée. Donc, ce qui est important, c'est garder quand même à l'esprit que votre modèle thermodynamique, souvent, on passe vite dessus. Il faut vérifier. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça vous donne quand vous regardez votre ternaire? Vous avez vos petits carrés verts et les petits points bleus que vous retrouvez de chaque côté. C'est les données expérimentales qu'on avait dans le bouquin. Et puis, en rouge et en fuchsia, vous avez, en fait, la courbe d'extraction telle qu'elle est calculée par Aspen+, soit dans le cas de NRTL, soit dans Uniquac. Donc, vous voyez qu'effectivement, déjà, vous n'avez pas forcément une symétrie, c'est-à-dire que vous allez avoir un côté donc qui va être l'extrait, l'autre le raffinat. Vous n'aurez pas forcément la même sensibilité aux erreurs. Et puis, d'un modèle thermo à l'autre, vous pouvez avoir des erreurs qui sont du coup relativement importantes. Ok ? Alors, maintenant que je vous ai mis en garde sur le choix de votre modèle thermo, j'ai insisté pour vous dire que c'était important, comment vous allez pouvoir le choisir. Alors, en gros, la meilleure façon de faire, c'est d'aller chercher dans la littérature entre guillemets des conseils. Donc, vous avez donc cet article qui est vraiment une référence dans lequel vous allez trouver. Alors, je crois que j'ai oui, j'ai un exemple après, donc je vais le montrer après. Ce qu'on appelle des arbres de décision. Donc, qui vous permet en fait sur un certain nombre de critères de réduire votre choix de modèle thermo. Je vous conseille de regarder la documentation aussi du logiciel que vous allez utiliser, d'accord, où vous allez trouver beaucoup d'infos sur le choix. Vous avez les experts. Si vous avez la possibilité de demander à quelqu'un qui travaille sur le sujet ou des experts en thermo, il y en a quelques-uns en France, par exemple du côté de l'IFP ou de l'ENSTA, ils vous donneront des infos importantes et pourront vous donner des éléments pour choisir votre modèle thermo. Et puis après, une des façons de faire, c'est de faire des tests et de comparer par rapport à des mesures expérimentales. Alors, les arbres de décision, ça ressemble à ça. Donc, vous avez par exemple une première question qui est de savoir est-ce que votre espèce, est-ce qu'elle est polaire ou non polaire. Alors, le problème, c'est que souvent, vous avez plusieurs espèces, donc elles n'ont pas forcément toutes le même comportement. Et quand vous avez des mélanges, vous êtes obligé de choisir un modèle thermo pour le mélange. C'est pour ça que ça marche pas toujours aussi bien qu'on voudrait. Donc là, par exemple, vous allez regarder est-ce que vous êtes polaire, non polaire, est-ce que vous êtes en électrolytique ou pas électrolytique, est-ce que vous avez des espèces réelles ou pas, et puis à partir de là, vous allez pouvoir vous regardez aussi la pression. Souvent, la pression change beaucoup en fait votre choix de modèle thermo. Et puis, vous voyez que là, finalement, il vous propose 3 modèles thermo possibles, 3, 1, etc. Donc ça, à regarder, vous regardez les espèces qui vous intéressent et vous passez votre arbre en revue pour retrouver quels sont les modèles thermo qui peuvent être utilisés. Donc j'insiste, ça vous donnera des modèles thermo possibles, ça vous donnera pas forcément le bon modèle. Une fois que vous avez choisi votre modèle thermo et vous avez commencé votre PFD, la question va se poser en fait de qu'est-ce que vous mettez comme bloc dans votre PFD. Alors ça, très clairement, ça dépend du type de logiciel que vous avez utilisé, mais ce que je vais vous montrer là, c'est à peu près ce que vous allez retrouver un peu partout. D'abord, vous avez tout ce qui va être de l'ordre, si j'étais un peu russe, je dirais de l'ordre de la tuyauterie. Donc vous avez les mélangeurs, d'accord, et vous avez les séparateurs au sens T, d'accord, vraiment juste séparation de 2 tuyaux. J'aurais pu en rajouter un, je sais plus si je l'ai mis après ou pas, c'est des éléments de tuyauterie. Vous avez peut-être fait l'an dernier ou ailleurs dans votre vie des calculs de type perte de charge dans des installations. Ben, vous pouvez définir des segments de tuyauterie avec des différences de hauteur, etc. Dans ISIS, vous pouvez le faire et donc calculer vos pertes de charge et calculer toutes les différences de pression. Ensuite, vous avez tout ce qui va être de l'ordre
des séparations. Donc toutes les opérations unitaires de séparation. Donc vous avez, alors un qui est important que vous connaissez en général, entre guillemets mal, c'est le séparateur flash. Le séparateur flash, en fait, c'est un réservoir dans lequel vous faites une séparation gaz-liquide en supposant que vous êtes à l'équilibre. Vous rentrez en fait votre mélange, vous supposez qu'il est instantanément à l'équilibre gaz liquide, et du coup à partir de là, en connaissant vos constantes de Henry, etc., vous pouvez calculer en fait, ou des constantes K, vous pouvez calculer en fait la composition de votre courant de vapeur et de votre courant liquide. Donc ça c'est la séparation la plus simple. Vous avez les décanteurs qui sont des séparateurs liquide-liquide, d'accord? Et puis après vous allez avoir tout ce qui va être absorption, distillation et compagnie. Il y en a un que vous allez retrouver aussi dans ISIS qui s'appelle un component splitter. Le component splitter, en fait, c'est une fausse opération unitaire. En fait, c'est un jeu d'équations qui vous permet de spécifier quasiment ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez avoir un courant d'entrée et vous allez dire, dans mes courants de sortie, j'ai telle espèce qui va sortir et telle espèce. Donc vous spécifiez complètement, en fait, votre séparation. Elle n'est pas du tout physique, c'est vraiment un outil de calcul. Vous allez avoir tout ce qui va être de l'ordre des transferts thermiques. Donc tout ce qui est chauffage, refroidissement, donc en fait des échangeurs. Alors en général, quand vous les traitez dans un logiciel comme ça, dans une première phase, vous avez un courant de matière qui va traverser et vous avez un courant d'énergie, qui est la quantité d'énergie que vous allez apporter ou enlever de votre système. Donc c'est un échangeur où, entre guillemets, vous regardez que la moitié des choses. Et puis, lorsque vous allez un peu avancer dans votre simulation, éventuellement, en particulier, si vous utilisez deux courants de matière, l'un pour chauffer, l'autre pour refroidir, vous allez utiliser des échangeurs avec, finalement, 2 entrées et 2 sorties pour vraiment calculer un échangeur. D'accord ? Mais souvent, quand vous regardez un échangeur simple où vous allez utiliser, par exemple, de la vapeur pour chauffer un réactif, la vapeur, vous n'allez pas regarder en fait la quantité de vapeur, vous allez juste regarder la quantité d'énergie. Et c'est dans un deuxième temps, lorsque vous allez faire vos calculs de ce qu'on appelle les utilités, donc les utilités c'est tout ce qui est vapeur, eau de refroidissement, etc., où vous allez regarder concrètement combien de kilos de vapeur vous avez besoin. Donc il y en a encore plein d'autres, hein. Donc vous avez toutes les colonnes, donc colonne distillation, extraction, absorption, etc., donc avec des modèles plus ou moins compliqués. Dans ISIS, vous verrez que vous avez 2 modèles de colonnes. Vous avez ce qu'on appelle la shortcut, qui normalement est fait pour 2 composés, mais qui vous permet d'avoir un ordre de grandeur sur vos valeurs, sur vos dimensionnements, et puis un modèle de colonne plus avancé. Vous avez pas mal de réacteurs différents, donc vous avez yield, c'est votre taux de conversion, donc vous imposez votre taux de conversion, vous avez des réacteurs d'équilibre. Vous pouvez le faire aussi par rapport à Gibbs, c'est-à-dire votre énergie de Gibbs. Vous avez des modèles de CSTR, donc des réacteurs agités, des plug flow, donc des réacteurs tubulaires, etc. Vous avez tout ce qui est pompage et vannes. Donc vous retrouvez effectivement du coup les tuyaux, les compresseurs, les pompes. Un petit élément, c'est par rapport aux pompes. Une pompe, c'est vous montez en pression un liquide. D'accord ? Si vous essayez de faire passer de la vapeur dedans, ça marche pas. Ça s'appelle de la cavitation. Et inversement, si vous essayez de mettre un liquide dans un compresseur, ça ne marche pas non plus. Donc souvent, vous aurez des problématiques quand vous voulez augmenter la pression. Une des choses, c'est que vous serez obligé d'être sûr d'être dans la bonne phase. D'accord ? De ne pas avoir 2 phases en même temps. Dans les autres choses que vous allez trouver, c'est des outils de calcul. Vous pouvez par exemple trouver dans ISIS un espèce de petit calculateur qui ressemble à Excel. Donc ce qui est pratique par exemple pour calculer directement votre coût de matière première ou des choses comme ça. Voilà. Alors, par rapport au réacteur, j'avais posé une question en examen l'an dernier et bon, la rédaction de la question avait été douloureuse et je pense que la réponse a été aussi douloureuse. Mais du coup, je voulais en discuter avec vous. Imaginez un réacteur sous ISIS. Vous êtes en train d'étudier une certaine réaction et vous l'avez fait expérimentalement. Expérimentalement, vous trouvez un taux de conversion de 60% à 350 degrés. D'accord ? Et puis parallèlement, votre labo vous donne une cinétique pour votre réaction.
Vous faites deux modèles sous ISIS. Un premier modèle qui utilise un réacteur de conversion. Donc vous fixez en fait la conversion et vous obtenez donc vos 60%. Vous avez un deuxième modèle où vous utilisez un modèle de réacteur tubulaire, donc un plug flow. Vous le fixez en isotherme à 350 degrés et vous obtenez un taux de conversion de 75%. Qu'est-ce que vous en déduisez ? Alors dans la version de janvier, il me semble que j'avais mis, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais je mets les anciens examens sur Sakai. Donc c'était des choix multiples. Hein. Et puis en fait dans la version du mois de mai, j'avais laissé un champ libre, ce qui est un peu plus facile, je pense, à répondre. Alors qu'est-ce que vous en déduisez vous ? Alors tant que vous en avez pas fait, c'est un peu difficile, j'entends bien. Pardon ? Ouais. Alors, quand vous allez en fait quand vous êtes dans ISIS, alors ce sera pas les mêmes schémas, les mêmes dessins, mais peu importe. Vous allez choisir en fait le type de réacteur. D'accord. Donc vous avez effectivement un réacteur, par exemple ici, le air yield. Ce que vous allez lui donner, c'est le taux de conversion. Donc vous allez avoir un courant de matière qui rentre, et votre courant de sortie, en fait, c'est vous qui allez dire quel est le taux de conversion pour votre réaction. Donc en fait, vous définissez un petit peu la composition de la sortie. Si vous utilisez un réacteur de type CSTR ou plug flow, vous allez donner une cinétique. Donc vous allez lui dire, voilà, il y a tant de moles par minute qui réagissent de tel composé, etc. Parallèlement, vous allez faire un bilan thermique dessus, qui va vous permettre de calculer la température dans votre réacteur. Enfin, c'est ISIS qui le fait, hein, mais vous avez le bilan thermique, d'accord ? Et donc du coup, par exemple, si vous prenez un CSTR, vous allez avoir votre volume de réacteur qui va intervenir, puisque du coup vous avez votre temps de séjour. Sur le réacteur tubulaire, vous avez alors la longueur qui va intervenir, vous allez avoir le rayon, etc. D'accord ? Alors, d'abord, est-ce qu'il y a un réacteur qui est mieux que l'autre ? Alors c'est bien que vous réagissiez, parce que moi aussi je vais réagir. C'est là où en fait moi je voulais. Alors j'entends bien que vous n'avez pas forcément l'expérience des projets, etc. Donc et encore moins des soutenances. Là vous n'avez pas un réacteur qui est meilleur que l'autre. Et ça j'insiste dessus. Vous avez deux modèles de réacteurs, d'accord ? Donc le taux de conversion que vous obtenez à la sortie du réacteur n'est pas un critère de qualité du réacteur. En particulier, celui-là, vous avez imposé le taux de conversion. Donc ça veut dire que forcément, vous allez retrouver le taux de conversion que vous aviez estimé en fait expérimentalement. Ok ? Ça veut dire quoi que vous trouviez 75% là ? Ben, ça veut dire que la cinétique que vous avez utilisée, très clairement, elle n'est pas très bonne. D'accord ? Ça ne veut pas dire que le réacteur tubulaire va vous donner des meilleurs résultats. De toute façon, réellement parlant, ce réacteur-là de conversion n'existe pas. D'accord ? Soit ce sera un réacteur tubulaire ou un agité, mais vous n'avez pas dans l'industrie de réacteur de conversion. Ça, c'est uniquement un modèle. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas comparer en fait ces deux résultats-là en termes de taux de conversion. Par contre, ce que vous pouvez dire, c'est que le modèle de réacteur tubulaire, il vous donne effectivement un résultat qui est moins proche de la réalité que le réacteur de conversion. D'accord ? Si vous pouvez raisonner, quand vous êtes en train de comparer des modèles, vous pouvez raisonner en termes de résultats de modèle, vous ne pouvez pas raisonner en termes d'optimisation de réacteur. D'accord ? Quand vous êtes après, par exemple, si vous comparez un réacteur agité ou un réacteur tubulaire, si vous effectivement vous êtes sûr de la fiabilité de votre modèle, oui, vous pouvez commencer à comparer les deux. D'accord ? Mais sur des cas comme ça, méfiez-vous de ce que vous allez, de la façon dont vous allez interpréter. Donc pour moi, la première chose que je dirais sur un cas comme ça, c'est qu'il faut que je vérifie ma cinétique,
Parce qu'il y a un truc qui va pas. Ici, je trouve un taux de conversion qui est beaucoup trop grand. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je pourrais peut-être effectivement regarder pourquoi est-ce qu'effectivement mon réacteur tubulaire effectivement me donne un taux de conversion qui est si élevé. D'accord? Donc vraiment faites attention, ne confondez pas les réacteurs réels et les modèles de réacteurs que vous allez utiliser. Une des raisons pour lesquelles j'avais posé cette question-là, c'est parce que depuis plusieurs années dans les soutenances de projets, j'ai régulièrement des gens qui me comparent des modèles de réacteurs en disant voilà le taux de conversion il est meilleur. Mais ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est quel est le plus fiable, le plus proche de la réalité. Donc ça c'était une petite parenthèse. Je regarde si je suis à peu près. Alors dans les autres outils que vous allez trouver dans ISIS, c'est des outils, je dirais oui. Il faut les donner. C'est-à-dire que là, en fait, oui. Non, mais ça veut dire que par contre, j'ai un doute sur ma cinétique, donc je vais aller revoir les gens qui ont donné ces valeurs-là pour voir effectivement est-ce qu'on peut les vérifier, est-ce qu'on peut refaire une mesure pour essayer de voir où est le problème. Oui, sur le vrai, oui. Après, ça peut être des choses plus fines, parce que vous n'avez pas forcément le même régime de température, etc. Mais par rapport aux informations qui sont là, très clairement, il y a un truc qui va pas et qui mérite de retourner discuter avec les gens pour voir qu'est-ce qui va pas ou d'où peut provenir cette différence. Le fait qu'il y ait des différences entre l'expérimental et la simulation est pas gênant. Ce qu'il faut, c'est de savoir d'où ça vient. Donc, dans les outils que vous allez trouver encore dans les outils de simulation qui sont associés, vous avez des outils en fait de mesure de sensibilité ou ce qu'on appelle de case studies. Donc par exemple, vous faites varier une température et vous essayez plusieurs températures, vous essayez plusieurs volumes et vous regardez quels sont les résultats sur votre simulation. Vous avez des calculs éventuellement d'optimisation. Vous lui dites voilà, je veux telle production en sortie, quel est mon flux d'entrée. Et dans le cas par exemple de ISIS et de Aspen aussi, vous pouvez avoir un calcul d'estimation en fait économique de votre procédé directement intégré. Donc ça mérite d'aller regarder les documentations, etc. Mais vous pouvez directement calculer combien va vous coûter votre installation et combien va vous coûter l'opération en fait de votre opération. Oui. On parle beaucoup d'optimisation, d'économie, mais est-ce qu'il y a des outils qui sont liés à l'environnement ? Il doit y en avoir, sachant que finalement, quand vous regardez en termes d'environnement, j'aurais tendance à dire que finalement vous allez vite retomber sur un problème économique. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez convertir votre contrainte environnementale en une contrainte économique. Ça a été le cas par exemple sur le CO2. Le CO2, si vous le prenez comme une contrainte environnementale, la façon dont vous allez en tenir compte, c'est le prix de la tonne de CO2 que vous allez payer. D'accord ? Donc finalement, ça revient à une donnée. Alors, ce qui est beaucoup plus difficile à chiffrer en général, c'est quand vous allez regarder au point de vue développement durable des questions de, par exemple, sociétales, parce que ça devient beaucoup plus difficile à chiffrer. Mais environnemental, maintenant, il y a quand même pas mal de normes. Après, on va en rediscuter. Ça fait partie de mes petites réflexions à la fin. Quand vous allez regarder en fait des questions environnementales, sociétales, etc., vous avez deux aspects. Soit effectivement, c'est vous qui faites ce choix-là parce que vous pensez que c'est important, et donc c'est vous entre guillemets qui allez donner un prix à ce que vous allez faire. Soit vous subissez une contrainte de normes européennes, etc. Bon, souvent tout ce qui est pollution, c'est des normes européennes. Après, à vous de savoir, est-ce que par exemple en termes de marketing, vous dites si vous pouvez afficher sur votre produit que vous le faites dans des bonnes conditions, etc., du coup, vous allez pouvoir le valoriser plus cher en termes de prix de vente, etc. Ça, c'est votre calcul. Mais du coup, je suis un peu désolé de le dire, mais ça va vite se retrouver en termes économiques, en fait. Une autre remarque que je voulais vous faire sur les simulateurs, c'est la différence entre ce qu'on appelle le fitting et le modeling. En particulier lorsque vous allez regarder des simulations sur des produits complexes. Donc ça peut être par exemple, si vous prenez des produits pétroliers
très vite, vous avez un mélange qui est tellement complexe qu'on ne peut pas le traiter, je dirais, en séparant chacune des espèces. Ça va être encore pire si vous travaillez sur des minerais, et donc la société pour laquelle on avait bossé, c'était Eramet, je savais bien que ça me reviendrait. Donc dans ce cas-là, vous avez souvent en fait des outils numériques qui vous permettent en fait de faire un mélange entre une partie simulation, donc vraiment calcul, et du fit. C'est-à-dire dans vos modèles, vous avez toujours un certain nombre de paramètres ajustés, donc ne serait-ce que pour la thermo. Une des façons de faire, c'est de récupérer des données expérimentales et de en fait choisir un ajustement pour vos paramètres de simulation en fonction de ces données expérimentales. Donc vous avez souvent, sur les systèmes complexes, un espèce de mélange, de boucle, qui se fait entre la simulation en tant que telle, qui sont vraiment les équations de bilan telles que vous pouvez les connaître, et puis finalement une approche un peu plus pragmatique qui est en fait du lissage de paramètres. Ce qu'on a fait finalement avec NIR sur la partie choix de modèle thermo, en fait c'est exactement ça, puisqu'on a lissé en fait des paramètres de modèle thermo pour voir si effectivement ça collait bien avec nos valeurs expérimentales. Mais faites bien la différence. Une partie que je vais passer complètement sous silence, j'en avais parlé un tout petit peu, ceux qui feront éventuellement du risque et de l'analyse de risque, vous en verrez plus qu'il n'en faut, c'est la partie dynamique. Donc la partie dynamique, une fois que vous avez en fait votre procédé à l'état stationnaire, donc en mode continu, vous pouvez introduire les variations en fonction du temps, mais par contre, vous allez devoir ajouter tout ce qui va être gestion des flux, donc toutes les vannes, tous les contrôleurs, donc ici un contrôleur de débit, un contrôleur de température, un contrôleur de niveau, un contrôleur de pression, pour pouvoir réguler votre process. Et ça, c'est ce qu'on appelle le PID. Je vous envoie vers YouTube, il y a pas mal de démos en fait de simulation en dynamique, qui sont assez sympas, mais c'était un peu longues. Donc l'évaluation économique, vous en ferez un tout petit peu pour certains projets. Donc vous avez les aspects coût en fait. Donc vous allez devoir choisir tous les paramètres de coût, c'est-à-dire l'endroit par exemple où vous êtes, l'année à laquelle vous faites votre estimation. Vous avez des bases de données qui vous permettent par exemple de calculer le coût d'une installation. Vous avez un réacteur. ISIS peut vous faire en fonction de la taille et des produits que vous allez utiliser une estimation du coût de votre réacteur. Ça dépend donc fortement du dimensionnement. Donc ça c'est pareil, il y a des outils de dimensionnement. Et vous avez des outils d'analyse qui vous permettent de savoir est-ce que vous êtes rentable ou pas. Ça je vous renvoie vers la littérature, il y a pas mal de choses qui existent et éventuellement je vous en transmettrai un peu plus. Quelques exemples de simulateurs. Donc ça c'est à faire chez vous. Vous allez regarder un petit peu les applications, ce qu'ils font. Je me presse un tout petit peu parce qu'on ne doit pas être très loin. Ouais, il me reste un petit quart d'heure. J'insiste peut-être sur deux simulateurs qui sont des simulateurs open source. Donc vous pouvez les télécharger, les essayer. Alors ils sont pas aussi performants que des simulateurs type Aspen, mais ils sont intéressants. Et vous avez le lien où vous pouvez aller regarder, j'en poste régulièrement. Alors quelques petites réflexions un peu en marge. Donc ça c'est ma partie un peu à discuter. Alors avant je le faisais en intro, pour ça qu'il y a ce titre-là, bon importe. J'ai souvent été confronté, alors c'est peut-être une question de génération, mais sur je dirais une séparation assez brute entre la partie numérique, la simulation, et l'expérimental. J'en suis arrivé moi à la conclusion qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Alors j'ai pas fait que du numérique dans ma vie, je vous passerai les détails, mais je fais pas mal d'expérimental et sur des gros systèmes. Pour moi, vous avez dans tous les cas de toute façon un système réel. Ça, c'est votre référence, parce que fondamentalement, lorsque vous allez faire une production, vous allez faire des mesures, etc. Ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe dans la réalité. Donc ça reste de toute façon la référence. Après, dans les deux cas, vous allez de toute façon simplifier votre problème. Soit vous allez faire en fait une expérience au sens paillasse, d'accord ?
Vous allez choisir d'abord une dimension qui en général va être plus petite. Vous allez choisir vos produits. Les produits que vous allez utiliser, si vous allez les acheter dans un catalogue, ils vont être très purs. Si vous regardez dans la réalité ce qui sort, par exemple, d'un puits de pétrole, vous n'allez pas du tout être sur les mêmes problématiques de pureté, etc. Donc ça veut dire que vous avez finalement un modèle expérimental. C'est-à-dire que vous allez simplifier votre système, vous allez faire des choix. Et en fait, ce modèle expérimental, cette expérimentation, vous avez strictement le parallèle lorsque vous le faites en numérique. Lorsque vous le faites en numérique, vous allez choisir vos équations, vous allez choisir votre modèle physico-chimique, quelles espèces vous allez prendre, etc. Donc vous avez toute cette partie mathématique. Donc ça, c'est ce que j'appelle en fait la partie modélisation au sens simplifier le problème et trouver une représentation qu'on est capable de traiter. Et ça, moi je suis convaincu que vous soyez en expérimental, en train de le faire dans un bécher ou numériquement, ça tient exactement de la même démarche. Une fois que vous avez fait ça, dans les deux cas, vous allez faire des expériences. Quand vous êtes dans le monde des pilotes, de l'expérimentation de paillasse, ça s'appelle une expérience. Moi, c'est ce que j'appellerais une simulation expérimentale. Lorsque vous êtes en numérique, ça s'appelle une simulation. Donc déjà, ça vous permet aussi de voir la différence entre modélisation, qui est la simplification de votre problème, et simulation, qui est vraiment l'étape de calcul. Mais pour moi, dans les deux cas, vous faites une expérimentation. Et puis, vous allez obtenir des résultats. Ces résultats, vous allez les comparer au système réel et vous allez pouvoir en déduire quelque chose. D'accord ? Alors, ce que je vous dis là, moi je vous dis, c'est ce à quoi je suis arrivé. En particulier, si vous prenez des gens qui ont quelques dizaines d'années de plus que moi, en général, ils ont effectivement une préférence, parce que je pense que c'est une question de culture et de pratique, pour la partie expérimentale. C'est-à-dire qu'ils souvent ils considèrent que une expérience, ça vous donne toujours la réalité. Moi, je suis désolé, mais l'expérience, si vous la faites pas dans les bonnes conditions de température, etc., vous n'êtes pas dans les vraies conditions de réalité, en fait. Et voilà. Donc ça, c'est mon point de vue. Vous l'appropriez ou pas, vous réfléchissez par vos expériences propres. Alors, l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est plus de la méthodologie de travail. Il existe, en fait, ce qu'on appelle des bonnes pratiques. Alors c'est quelque chose qui a souvent été développé dans des métiers, en particulier dans l'ingénierie. Les gens qui ont fait du procédé, en fait, ont senti le besoin de proposer des bonnes pratiques qui leur étaient propres. Et vous pouvez les télécharger. Alors à l'heure actuelle, moi le meilleur lien que j'ai trouvé, c'est sur le site de Prosim. Je crois qu'il faut donner une adresse mail, etc. Pour l'avoir fait il n'y a pas très longtemps, vous pouvez mettre n'importe quelle adresse mail, en fait, tant qu'il y a une arrobase, ça marche. Sinon, vous pouvez leur laisser votre nom et recevoir des infos si ça vous intéresse. Mais je vous conseille, voire je devrais trouver un moyen de vous obliger à aller le lire. C'est vraiment un document qui est extrêmement intéressant, qui est vraiment présente des bonnes façons de travailler lorsque vous utilisez des outils de simulation. Vous allez retrouver des choses que je vous ai dit, mais quelques autres. J'en ai fait une petite sélection. La première, c'est la rigueur. Vraiment, lorsque vous allez utiliser des outils de simulation, faites en sorte d'être le plus rigoureux possible. Et ça suppose d'avoir une démarche raisonnée. Essayez de ne pas vous laisser entraîner par les calculs. Essayez vraiment de vous poser la question, mais c'est quoi mes objectifs ? Pourquoi je fais ce calcul-là ? Est-ce que mon calcul, il est valable ? Est-ce qu'il va me donner effectivement une réponse à ma question ? La deuxième chose qui me semble importante, qui est difficile, tout ça c'est des choses qui sont difficiles à faire, surtout qu'on est dans le rush du travail, c'est de garder une traçabilité. Vous allez voir très vite que, vous faites le test par rapport à vos TP là, qui vont commencer pour certains cet après-midi. Essayez de regarder dans une semaine vos feuilles Excel. Vous verrez que s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a pas des choses qui sont claires, si vous n'avez pas marqué vos unités, ça devient complètement illisible au bout d'une semaine. Donc ça, en particulier, lorsque vous allez travailler avec d'autres personnes, la partie commentaires, documentation, c'est-à-dire expliquer vos choix, mettez le plus d'informations possible, c'est vraiment un gain de temps. C'est un investissement, c'est vraiment un gain de temps, et ça va vous éviter en plus pas mal d'erreurs. Un des aspects qui va peut-être vous paraître marginal, c'est les unités. Faites vraiment attention aux unités. Je vais vous montrer un petit exemple après. Maîtrisez bien ce que vous faites. Vous avez des outils numériques, vous avez normalement tout le background pour savoir ce que vous êtes en train de faire.
lorsque vous allez utiliser un modèle de réacteur sous ISIS, posez-vous les questions, qu'est-ce que sont les hypothèses qui sont derrière? Et ça, c'est pour ça que vous avez tous ces cours à côté, c'est pour comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et puis surtout, arrêtez pas de faire des tests et des vérifications. D'accord? Ne faites pas confiance à un logiciel. En numérique, vous êtes vraiment pas à l'abri d'une erreur et c'est parfois très difficile à voir. C'est quelque chose que vous allez gagner en termes d'expérience. Plus vous allez en faire, plus vous allez vous trouver des petites astuces. J'ai souvenir de discussions avec une doctorante sur des simulations. Elle me présentait des courbes et il y avait des petits trucs qui m'embêtaient dans la courbe. Dans les résultats, a priori, c'était bons ordres de grandeur, etc. Mais elles étaient dissymétriques alors que j'étais convaincu qu'elles devaient être symétriques, etc. Et en fait, en vérifiant comme ça, petit à petit, on a trouvé plein d'erreurs, en fait. Des petites erreurs, hein, qui étaient effectivement des trucs vraiment en marche. Mais essayez vraiment de vous faire des idées de ce que doivent être les résultats, de les tester, de les remettre en question. Et surtout, mettez-les en pratique et testez-les. Pour revenir sur un petit exemple sur ces histoires de bonnes pratiques, je vais vous parler d'un petit projet qui a coûté la bagatelle de 327 millions de dollars. Ça commence à être conséquent. La phase de développement, c'était quasiment les 2/3, c'était un peu plus de quasiment 200 millions de dollars. Et le lancement de l'opération, en fait, c'était 90 millions de dollars. Ça a débuté en 85, donc le développement, et donc il a fallu plus de 10 ans pour le lancer, puisque ça a été lancé en 98. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, le projet qui a pu... Alors, c'est pas du génie chimique, mais ça peut se trouver en génie chimique. Le truc, ça a complètement foiré le 23 décembre 99, donc un an après. Et c'est la sonde Mars Climate Observer. Alors Mars Climate Observer, c'était une sonde martienne qui devait venir autour de Mars, se mettre en orbite autour de Mars et faire en gros l'équivalent de Météosat pour Mars. Manque de peau, elle est arrivée un tout petit peu trop près de Mars, donc elle a été freinée par l'atmosphère et vous avez vu qu'en quelques mois, elle s'est écrasée sur Mars. Alors forcément, les gens qui ont payé ça, c'est-à-dire les contribuables états-uniens, ont été un petit peu énervés d'avoir dépensé 300 millions de dollars. Et ils ont demandé une enquête à la NASA, ce que la NASA a fait. Et la NASA étant des gens bien, l'étude, elle est publiée. Donc vous pouvez aller la chercher. Je vous en sors un petit extrait. Donc 300 millions de dollars ont été dépensés et perdus, complètement perdus, parce que quelqu'un s'est planté d'unité. Alors autant vous dire, alors l'histoire ne dit pas ce que le gars ou la fille est devenu. Certains disent qu'il vend des allumettes quelque part à New York. Ce qui est sûr, c'est que du coup maintenant la NASA a des procédures pour vérifier ce genre de trucs. Mais vraiment, ne pensez pas que ça arrive jamais. Je vous fais le pari qu'il y en a qui vont se planter en TP sur des histoires d'unité. Et moi le premier, hein, mais... Donc vraiment, pensez-y. Alors, pour conclure, et pour rebondir un tout petit peu sur la question de tout à l'heure, je voudrais que vous alliez voir en fait ce texte, parce que je pense que vous en avez jamais entendu trop parler, c'est les codes d'éthique. Le H, donc c'est American Institute for Chemical Engineering, a défini en fait un code d'éthique pour les ingénieurs qui travaillent en génie chimique. Vous allez retrouver, alors c'est pas super lisible comme ça, c'est un peu plus lisible sur le... Mais vous allez retrouver qu'effectivement on donne une certaine importance forte au fait que vous devez travailler dans une idée de sécurité et de santé, d'accord ? Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est que vous allez probablement dans le futur soit développer des expériences en labo, soit dans l'industrie. Et ça, c'est ce que vous allez retrouver ici. Vous allez avoir des responsabilités par rapport à ça. Lorsque vous allez demander à un thésard ou un technicien de faire des manips, c'est votre responsabilité de faire en sorte que cette manip elle soit sûre. On a eu la discussion il n'y a pas très longtemps au labo où il y a des gens qui bossent sur des plasmas, donc des décharges électriques dans des gaz, qui sont passés sur des tests en oxygène pur.
il y a, je pense, 2-3 ans, on a un réacteur qui a pris feu parce qu'effectivement, ils ont travaillé en oxygène pur. Ben, cette année, on a un autre réacteur qui a commencé à cramer. D'accord ? Alors, ça a été, en général, on se débrouille pour que ça crame pas longtemps. Mais, vraiment, ça fait partie de votre futur boulot de respecter ça. C'est-à-dire que vous devez travailler de façon à ce que il n'y ait pas de problème de sécurité. Vous retrouvez aussi tous les problèmes d'environnement, et vraiment, faites attention aux conséquences de ce que vous allez faire. Alors pourquoi moi je vous en parle en simulation des procédés? C'est quand vous allez faire votre calcul en simulation des procédés, vous prenez aucun risque vous. Lorsque vous allez dire, voilà, on va construire ce réacteur-là, là par contre vous mettez éventuellement des gens en danger. Et donc c'est pour ça que moi j'insiste pour que vraiment vous fassiez ça bien et que vous preniez pas n'importe quel résultat pour acquis, parce que après, c'est éventuellement la santé de personnes derrière qui sont en jeu. Donc je vous encourage à aller lire ça. Si vous n'êtes pas trop dépressif, je vous conseille aussi d'aller lire un autre livre que j'ai beaucoup aimé, qui doit être, je crois, l'été minuit et quart ou quelque chose comme ça, à Bhopal. C'est un livre en fait sur l'accident de Bhopal, qui est super bien écrit, qui à mon avis reflète bien l'ambiance de l'Inde à l'époque. Et ce qui est super intéressant là-dedans, c'est toute la chaîne en fait de responsabilité. C'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à une catastrophe comme ça. Et vous verrez que finalement, les responsabilités, elles viennent de relativement loin. Donc j'espère que vous agirez en personne responsable. Et je crois que je vais m'arrêter là.